Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez joué des classiques avant d'interpréter des personnages modernes, dont un qui n'a pas saoulé le public, bien au contraire. Vous êtes à l'affiche d'un Léger doute, une pièce dont le succès, lui, ne fait pas le moindre doute. Bonjour Éric Elmosnino. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes à l'affiche en ce moment d'une pièce étonnante, dont on va parler tout à l'heure, L'ombre d'un doute. Un léger doute. Le bourgeois, l'ombre d'un... Pourquoi je dis l'ombre d'un doute? Ça aurait pu, pourquoi pas. Mais c'est un léger doute, mais là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Donc, je me suis un peu renseigné, et j'ai trouvé plusieurs dates, dont le 28 octobre 1985, wow. Votre première télé. Oui, à l'occasion du concours d'entrée au Conservatoire national d'art dramatique, Pierre Laville filme les élèves et on voit deux élèves candidats et c'est Denis Podalides et vous. Mais non. Si. Ça alors, incroyable. C'est fou, hein? Ouais. Et il y a la lecture de la liste des admis et il y a votre nom. Ah oui. Oui. Eh ben, c'est très étonnant parce que il y a mon nom, mais il n'y a pas moi, parce que je me souviens très bien que je ne savais pas à quel moment cette liste était affichée. J'étais arrivé très en retard le soir, alors qu'il n'y avait plus personne. C'est fou, hein? Ouais. Et la télévision était passée, et au journal télévisé, ça a été annoncé. Vous auriez pu le savoir par la télé. Bah ça, mince alors. 85, ouais. Bon, bah d'accord. Vous ne l'auriez pas imaginé quelques années plus tôt? De quoi? De rentrer au conservatoire? Oui. Ah non, ça très loin de là, non, comme vous dites. Parce que finalement, au départ, vous avez grandi en banlieue parisienne. Je crois que votre père était dessinateur industriel. Absolument, à la Thomson. Oui. Ouais, ça exactement. consistait en quoi? Je crois que ça consistait à faire des plans, des trucs assez techniques. Je ne saurais pas dire en fait. Il m'a jamais montré. Je crois qu'il m'a emmené une seule fois à son bureau à Gennevilliers et je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait en fait. Ouais. Et votre mère avait abandonné, je crois, l'EDF pour élever ses enfants. Ouais, absolument. Mais pareillement. Oui, c'est ça. Elle nous faisait tout quoi. Elle faisait la maman au foyer. Elle faisait à manger. Elle faisait tout. Ce qui faisait qu'on revenait déjeuner le midi au lieu de rester à la cantine. C'était un avantage. L'école, c'était pas votre priorité au départ? Alors non, priorité, non. Mais enfin, quand on est enfant, qu'on va à l'école, de toute façon, il y a qu'une seule chose qui existe, c'est ça, c'est l'école. Donc il y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. Quand le choix, quand la possibilité après est arrivée de pouvoir s'enfuir au fond, parce que c'était quasiment ça. Alors j'ai pris la poudre, comme on dit. Je crois que c'était à l'entrée en seconde, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je devais avoir 15 ans et à ce moment-là, ça s'est arrêté très vite, ouais. Et pourquoi? Je ne sais pas. J'y trouvais rien à part un peu de camaraderie, un peu de quoi, rien d'autre en fait. C'est-à-dire que c'était un endroit où j'avais pas compris. Je pense que j'étais aussi extrêmement immature. Donc j'avais pas compris qu'en fait c'était un endroit où on pouvait apprendre, où on t'apprenait et où il y avait des gens qui détenaient le savoir et qui pouvaient te faire partager ça. J'avais pas Moi je n'étais que réticent ou rétif, je sais pas comment on dit, à l'autorité. Oui. Donc comme c'est quand même un endroit où il y a une autorité de fait, ça marchait pas avec moi. Alors vous en êtes sorti avec des petits boulots au départ? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai 15 ans et demi. En fait, ça s'est fait en deux fois parce que j'ai commencé effectivement à travailler. Je me souviens dans l'horticulture. C'était un truc cauchemardesque. Vous n'étiez pas encore une grosse légume, oui? Non. Je plantais des tuteurs à perte de vue. Mais après, ma mère, qui quand même était un peu dévastée par ça, m'avait réinscrit à une école à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Oui. Et gentiment, je suis allé passer ce concours en étant sûr que je serais jamais pris, évidemment. Et évidemment non. Ils m'ont pris et je me suis tapé quand même 2 années de compta et de gestion. Qui m'a conforté dans l'idée que je devais plutôt aller voir ailleurs. Voilà, exactement. Ouais. C'était pas votre truc. Non. Et alors, un jour, je crois que vous suivez une amie au conservatoire Claude Debussy de Saint-Germain-en-Laye. Ouais. Absolument, pas une amie, vraiment une rencontre comme ça, une espèce de petite surprise party, pour en utiliser un mot que j'aime bien. Et elle me dit, je lui dis qu'est-ce que tu fais demain? Elle me dit je vais m'inscrire au concours de Saint-Germain-en-Laye de théâtre. C'est la 2e fois que je m'inscris, j'ai pas été reçu l'année dernière. Je dis ah waouh. Et j'ai dit mais je peux venir avec toi? Pourquoi? Aucune idée. Et je me voilà embarqué et je m'inscris. Et après, l'été passant là-dessus, j'ai complètement oublié que je m'étais inscrit. Et à la rentrée de septembre, j'ai une lettre dans ma boîte qui me dit veuillez vous présenter tel jour de octobre, je dirais, avec un monologue de 25 lignes et un poème
tel jour, telle heure. Et je dis, moi, qu'est-ce que c'est que ça? Même monologue, je suis allé chercher dans le dictionnaire pour voir ce que ça voulait dire. Donc je partais de loin quand même. Et je crois que vous avez trouvé un poème d'Éluard. Absolument. Et 25 lignes des femmes savantes. Exactement. C'était les seules 25 lignes que j'avais compris de tous mes classiques Larousse que je feuilletais comme ça ardemment, me disais merde, faut que je trouve un truc. Et là, d'un coup, je suis tombé sur mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage. Je me suis dit mais ça je comprends. Oui. Et j'avais pas capté que c'était une femme qui parlait. Hein. Oui. Non. Résultat, vous l'avez joué devant le jury. Je l'ai joué devant le jury. Ouais. Ils ont éclaté de rire. Je me suis dit bon, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Et puis, cette prof magnifique qui s'appelait Jacqueline Jabour, parce qu'elle est décédée il y a quelques années, m'a rappelé en me disant, écoute, je sais pas, évidemment, c'est n'importe quoi, mais il y a quelque chose. Alors, je vais te prendre. Et ça a été un des plus beaux jours de ma vie, là. Parce que vous compreniez qu'il y avait quelque chose, vous le sentiez? Elle avait vu quelque chose, et moi, je sentais pas spécialement au moment où je suis monté sur scène pour réciter. Au fond, je pense que c'était de la pure récitation. Mais le fait que cette personne ait vu et m'ait dit voilà, je pense que tu es à un endroit juste pour toi. Alors ça, c'était la première fois de ma vie qu'on me disait ça. Et oui, ça, je l'ai ressenti ça a été un moment incroyable dans ma vie. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui s'est retrouvé dans le même cas que vous. Il était joueur de rugby à Toulon. Et puis le ballon traverse la rue. Il va le chercher. Il tombe sur un copain. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais au conservatoire à côté. Je peux t'accompagner? Et avec le ballon et en tenue de rugbyman, il est allé. Il a eu le coup de foudre. C'était Jean Le Poulain. Ah ouais. C'est comme ça qu'il a commencé. Eh ben, c'est fou, hein. Mon Dieu. Comme quoi le destin est pratique. Alors, vous avez ensuite énormément travaillé pour arriver au conservatoire, Éric Goscinot. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ces 2 années au théâtre, donc à ce conservatoire municipal. Et là, oui, j'ai été boulimique. Alors là, j'ai travaillé comme jamais, mais pour moi, c'était pas du travail, c'était parce que parallèlement à ça, je continuais de travailler pour gagner ma vie, en fait, tout simplement. Et donc je faisais des boulots vraiment tellement inintéressants. Mais peu importe, j'avais cette chose-là qui est apparue, le théâtre, dans ma vie. Et du coup, je passais des heures et des heures et des heures à apprendre des textes, à répéter. Et voilà, ça a tout changé, quoi. Et le concours du conservatoire était une évidence. Et après, il se trouve que c'était un peu, voilà, ce que tout le monde faisait. Donc, voilà, on présentait des élèves au conservatoire de Paris. Moi, ça représentait strictement rien pour moi. Au fond, je serais bien resté à Saint-Germain-en-Laye. Mais c'était un peu ce qu'il fallait faire. Alors moi, j'étais là pour le coup, j'étais bon élève et je faisais ce qu'on me disait. Et donc j'ai présenté ce concours de conservatoire à Paris. Et puis bon, voilà. Et non seulement ça a marché, mais dans l'année, vous avez commencé à tourner au cinéma avec ce film. À nous les garçons. Début au cinéma, alors vous êtes au conservatoire, et avec un autre débutant qui deviendra célèbre, Franck Dubosc. Ouais. Comment vous êtes arrivé là? Ils écumaient, ils cherchaient des jeunes gens, parce que c'était censé être les histoires de Michel Lang, là, toujours des trucs d'ados, les filles, les garçons, et ils ont vu 1000 ou 1500 gamins dans Paris et sa région, et puis à force ils écrémaient comme ça, et j'avais un rendez-vous un mois après, et puis encore un mois, on était de moins en moins, et puis jusqu'au jour où d'un coup on me dit tiens voilà, c'est toi qui vas jouer Tony. Je me souviens encore du prénom, Tony. Le copain de Cyril qui était Franck Dubosc. Exactement, oui. Et vous avez tourné à l'île aux Moines, ce qui n'était pas désagréable. Génial, vous voulez dire. Mais pour moi, ça a été un miracle. On m'avait dit, tu vas voir, dans ce métier, c'est pas facile, tout ça. Bing, j'arrive, je commence à faire du théâtre. Bing, je suis pas retourné à l'île aux Moines. Moi, je me dis, ils m'ont dit n'importe quoi. Tout ça est extrêmement facile. Et Michel Lang, quand même, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, a fait débuter Sophie Barjac, Stéphanie Lel, Anne Parillot dans Hôtel de la Plage. Ouais. C'était un homme absolument charmant. Ah oui, c'était un homme délicieux. Il avait voulu rester à cet endroit-là, je crois, de l'adolescence, Michel. Oui, et il est resté jusqu'au bout. Et l'année suivante, ça a continué, je crois, avec un petit rôle dans État d'âme de Jacques Fansten. Oui, dites donc, vous connaissez toute ma filmo. Ouais, je pense que j'avais eu une nuit de tournage, j'avais dû croiser Cluzet, comme ça, et Bacri, et puis, voilà, c'était sympathique.
En même temps, c'était un film qui se passait, je crois, le soir du 10 mai 1981, Ouais. à la Bastille, et il y avait une fille enceinte que 5 amis rencontraient. C'est ça, oui, Sandrine Dumas, je crois. Voilà. Exactement, ouais. Mais à ce moment-là, moi, même si là, pour le coup, je tournais un petit peu, ça se présentait, et bon, bah, c'était toujours sympa, mais c'était vraiment le théâtre qui avait enfin, voilà, j'étais que focalisé théâtre, moi. À tel point qu'en 1988, vous allez pour la première fois au Festival d'Avignon, alors que vous êtes encore élève, Oui. pour les rencontres d'été de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Oui, c'est ça, c'est l'année de sortie du conservatoire, absolument. Et on sort avec Jean-Pierre Vincent et toute cette bande-là d'acteurs. Et on a la chance de jouer dans le Tinel de la Chartreuse, qui est un endroit extraordinaire. Et on joue, oui, La Mort de Danton, je me souviens. Je faisais Saint-Just. Et puis des petites pièces de Courteline. Et voilà, c'est la première fois, oui. Les Jean-Pierre Vincent, vous avez repéré, Éric Ah, Leboeuf. Jean-Pierre, ça a été mon professeur et ça a été, oui, un peu comme un papa de théâtre pour moi. Il m'a pris comme ça sous son aile et puis après j'ai eu la chance de faire plusieurs années au Théâtre des Amandiers quand il en a pris la direction après, ouais. Exactement. Et je crois que les fourberies de Scapin ont aussi été importantes à Avignon et à Paris. Mais comment? Bah oui, bien sûr, on a joué ça pendant quasiment un an. Je me suis retrouvé à 25 ans dans les fourberies avec Daniel Auteuil et à affronter, parce que c'est bien le mot, cette cour du Palais des Papes. Et la première étant en plus dans le Mistral. Donc là, t'as un baptême assez violent, mais j'ai un souvenir génial de ça. Vous étiez déjà un acteur dans le vent, si j'ose dire. Voilà, j'avais des cheveux qui flottaient et une cape orange. Quel beau souvenir. D'autres souvenirs importants dans votre carrière avec une autre date, le 18 juillet 2004. A tout de suite sur Sud Radio avec Éric Elmosnino. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Éric Elmosnino. Nous parlons tout à l'heure d'un léger doute, la pièce que vous jouez au Théâtre de la Renaissance, une pièce étonnante et qui étonne le public. Alors, on a parlé de vos débuts du conservatoire où vous êtes arrivé un peu par hasard. Et puis, il y a le 18 juillet 2004, une chose importante, un soir à Avignon où il fait très chaud et vous jouez nu et vous avez froid. C'est pour Peer Gynt. Ah oui, d'accord. Je me demandais à quoi ça correspondait. Ah bah oui, il y avait ce moment de nudité, oui, mais qui était, oui, bah, enfin, voilà, c'était vraiment inscrit dans la pièce, donc on pouvait pas y couper. Je crois pas qu'il y avait d'exhibitionnisme là-dedans. Et c'était évidemment extrêmement impressionnant de se retrouver, moi, petite crevette de 60 kilos tout nu face à 2500 personnes. Au Palais des Papes. Au Palais des Papes. Mais j'ai ce souvenir-là, c'est incroyable que toujours dans la plus grande, au fond, fragilité, le plus grand dénuement, parce que alors, pour le coup, t'as rien qui te porte. Mais je me souviens de ces quelques pas où j'avançais comme ça vers les gens et je sentais physiquement qu'ils se reculaient sur leur siège. Alors que, voilà, au lieu, ça aurait dû être l'inverse, j'aurais dû être écrasé. Et non, je sentais du coup que je faisais 8 mètres de haut et enfin, c'était assez incroyable. C'était dans la pièce que vous jouiez. Ouais. Oui. Et je crois que vous avez été repéré par le metteur en scène, Patrick Pinault, qui voulait vous offrir ce rôle. Oh bah repéré, alors là c'est plus du repérage puisqu'on s'est rencontrés au conservatoire. Oui. Donc on est des frères depuis 30-40 ans maintenant, ouais, c'est ça. Et donc on avait déjà œuvré, on avait déjà fait quelques trucs. Et à chaque fois je lui disais, on avait fait un monologue. Donc je lui avais dit, maintenant j'aimerais bien qu'on trouve une pièce où on se partage les répliques. J'en ai marre de parler 1h30. Donc il m'avait trouvé Les Barbares de Gorky. Et au bout des Barbares de Gorky, j'avais dit, ouais, mais alors j'en ai marre de dire une phrase par-ci par-là. Il me dit, bah ok, alors on va trouver autre chose. Et Peer Gynt, après je me suis dit, ah oui, alors là, waouh. C'est une pièce de Henrik Ibsen, Ouais. Oui, qui cherchait ses sujets dans les contes norvégiens, je crois. Ouais. Et c'est une pièce très dure, c'est sur la recherche du moi. C'est ça, c'est quelqu'un qui se cherche toute sa vie, tout au long de sa vie. Ça commence à 17-18 ans, et puis il part faire le tour du monde, il revient, il a 70 ans, 75 ans. C'était incroyable de jouer ça. Je me souviens que j'avais 40 ans, moi, quand je l'ai joué. Je me disais, 18 ans, j'ai un souvenir pas très lointain. 40, ça va, je peux le faire, je les ai. Mais 70 ans, c'est compliqué. Donc, je l'avais fait lire à ce moment-là, la pièce à mon ami Jean-Paul Roussillon, qui m'avait lu tout le 5e acte. C'est un grand souvenir pour moi. Voilà. Et la scène de la nudité était obligatoire ?
Elle était obligatoire, je sais pas, peut-être qu'on peut y couper, mais en tout cas, nous, on y avait vu, on s'était dit que c'était juste d'aller jusque-là, puisqu'il se faisait, pour le coup, vraiment, pas dépecer, mais oui, il se faisait complètement rouler dans la farine par une prostituée et qui partait avec toutes ses affaires, il se retrouvait de fait vraiment à poil, quoi. Et il se trouve que le côté à poil, ça a commencé au théâtre avec R. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils étaient à poil à la fin de la séquence et ils sautaient dans un parachute pour faire semblant d'être habillés. Ah oui. C'était étonnant. Ah ouais, ils avaient d'accord. mis un parachute pour que tous les comédiens, à commencer par Julien Clerc à l'époque, puissent apparaître habillés au final. D'accord. Alors, finalement, avec ce spectacle et avec d'autres, Eric Elmosnino, vous avez connu le théâtre public dans sa splendeur. Vous avez joué dans les lieux prestigieux, l'Odéon Théâtre de l'Europe, c'est pas n'importe quoi, et c'est presque devenu votre seconde maison. Oui, j'ai eu la chance de jouer pas mal de spectacles à l'Odéon, donc ça c'était... Moi j'ai eu beaucoup de chance dans le théâtre public, comme vous dites, parce que j'ai côtoyé des grands metteurs en scène, et du coup, oui, qui ont fait des spectacles magnifiques, enfin, beaucoup de spectacles dans lesquels j'étais pas, évidemment, et quelques-uns où j'ai eu la chance de participer. Et donc ça, j'ai eu une chance inouïe, oui, j'ai fait, je crois, je peux dire, tous les théâtres nationaux et les scènes nationales de France, ouais. Mais il y en a pas beaucoup qui font ça. Oh, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Si, bien sûr. Bien sûr qu'il y en a des acteurs qui vivent comme ça, et on a la chance quand même en France d'avoir un système culturel de théâtre et tout qui fonctionne encore pas mal. Enfin, j'espère que ça fonctionne aussi bien que ce que ça fonctionnait. Oui, en tout cas, il se trouve que ça, à chaque fois, c'est un circuit dans lequel vous êtes entré un peu par hasard, oui. Mais on se retrouve, on se crée des liens d'amitié qui sont vrais. Oui, c'est ça, oui. On a vous parliez de Patrick Pinault, il y avait aussi effectivement Jean-Pierre Vincent, Georges Lavaudan, André Engel, Alain Françon. Après, voilà, au hasard des rencontres, eh bien, il y a peut-être pas des amitiés à chaque fois, mais au moins des liens assez forts de travail et puis de complicité théâtrale, oui. Et ce n'est pas la notoriété qui vous guide dans ces cas-là? Ah bah là pour le coup non, il y avait vraiment dans ce petit milieu là, voilà, tu commences à te faire un nom, alors on sait qui tu es très bien et ça te suffit. Enfin moi ça me suffisait absolument, quoi. J'étais très content comme ça. Et vous, donc vous êtes passé de Shakespeare à Bertolt Brecht avec un détour par Karl Marx quand vous avez fait le théâtre inédit de Karl Marx. Ouais, c'est Jean-Pierre Vincent qui avait fait ce spectacle là à Nanterre. On a eu du mal à faire venir les gens. C'était compliqué. Tu sens que Karl Marx dans un titre, c'est compliqué. Et lui détestait être contredit. Et chaque fois qu'on le contredisait, il abattait son poing sur la table. Il insultait ses interlocuteurs jusqu'à leur promettre le peloton d'exécution. Oui, c'était pas un rigolo, quoi. Je crois. Ouais. Alors, ça veut dire aussi que tout ce que vous avez fait, Eric Elmosnino, ça demande beaucoup de travail parce que ce sont des pièces qui ne se jouent pas longtemps, mais qui demandent de grandes répétitions. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Dans le théâtre subventionné, on répète presque plus qu'on ne joue, mais parce que c'est un système qui est fait comme ça, on peut trouver un peu pervers ou bizarre, mais ça permet de monter des beaux spectacles avec des moyens et que les gens aient accès à ces spectacles-là sans débourser des sommes incroyables. Donc ils sont programmés d'une année sur l'autre. Effectivement, tu peux jouer 3 semaines à 1 mois un spectacle, même si il y a une demande 10 fois plus forte, tu arrêtes de jouer, ouais. C'est pas un petit peu triste? Moi, ça me dérangeait pas parce que moi, j'aime passer d'un truc à l'autre. Au fond, moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite. Donc, c'est après que j'ai dû apprendre, donc dans le théâtre privé après, mais on en parlera peut-être, j'ai dû apprendre, pour le coup, sur des périodes plus longues, à retrouver du plaisir à chaque fois. Et vous vous êtes fait comme ça la culture que vous n'aviez pas eue à l'école? Ah oui, ça on peut le dire. Mais je l'ai pas eu parce que j'étais pas là pour voilà, j'ai pas su l'apprendre. C'était pas de la faute de personne d'autre que de moi. Et effectivement, d'ailleurs, Jean-Pierre Vincent me disait, mais lis, bon Dieu, lis. Et j'ai commencé à lire très tard, par exemple. J'ai commencé à lire à 33 ans, moi. Ah bon? Incroyable, hein? Ouais. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait cette espèce de blocage que c'était toujours... par exemple, maintenant, vous me dites le Père Goriot, je vois la classe... Je vois l'école, je vois le bâtiment, vraiment physiquement. C'est impossible. Il faut qu'un jour, je casse ce truc. Il faut que je lise le Père Goriot. Par exemple, pour moi, c'est impossible. Il y a quelques noms d'auteurs comme ça. J'avais une prof de français qui nous avait assassiné Victor Hugo en disant que c'était un être horrible par rapport aux femmes, etc.
Et un jour, je me suis dit quand même, je vais quand même essayer de lire Les Misérables. Et ça a été une révélation. J'ai dit, mais j'ai maudit cette prof de français. Mais je connais beaucoup de gens qui, en quittant le lycée et le Lagarde et Michard, ont commencé à lire et à découvrir la littérature. Bah oui, parce que d'un coup, il n'y a pas d'obligation, il n'y a que du plaisir. Alors, il y a eu aussi une pièce qui a été un tournant pour vous, c'est Le Dieu du carnage au Théâtre Antoine de Yasmina Reza. Ouais. Ça aussi, parce que là, on est dans un autre univers et dans le théâtre privé. Oui, absolument. Je crois que c'est ma première ou deuxième incursion. J'avais fait une petite pièce au Théâtre de Poche, qui est un endroit que j'aime beaucoup. Avec Marion Bierry, et je crois que là effectivement Yasmina était venue me chercher pour sa pièce qui est quand même une pièce, c'est une machine de guerre quoi. La pièce était extraordinaire à faire. C'est deux couples qui tentent de résoudre un conflit entre les enfants et finissent par s'entre-déchirer. Oui. Et oui, elle avait trouvé vraiment un truc que tout le monde comprend tellement. Donc c'était à mourir de rire et c'était d'une cruauté terrible. Et vous avez comme partenaire, excusez-moi du peu, Isabelle Huppert. Oui, absolument. Isabelle Huppert qui jouait, qui faisait couple avec André Marcon. Et moi, je faisais couple avec Valérie Bonneton. Mais vous vous rendez compte quand vous avez commencé au conservatoire et là, Isabelle Huppert. Ouais. Non, mais on se rend pas compte sur le moment. Sur le moment, on continue et heureusement, on est dans le présent, on fait son travail et puis voilà. Mais après, des fois, oui, si on prend 10 minutes pour regarder, on se dit ah tiens, c'est pas mal. Pour votre information, la pièce donc Le Dieu du carnage a été traduite en japonais, jouée à Tokyo, en coréen, jouée à Séoul et en arabe libanais, jouée à Beyrouth. Très bien. Donc ça prouve qu'il y a quand même un théâtre français qui marche à l'étranger. Et vous vous retrouvez dans le privé pour la première fois, ça a changé votre vie ? Non, parce que finalement il s'agit de la même chose, mais non, j'étais un peu surpris, qu'elle vienne me chercher parce qu'en général ils ont besoin d'acteurs un peu plus visibles comme ça, c'est-à-dire donc pour parler clairement qui ont fait du cinéma ou de la télé, qui ont un nom que les gens peuvent comme ça repérer. Mais du coup, non, moi j'ai découvert le Théâtre Antoine, j'ai eu la chance de le découvrir à la fin de ces gens qui étaient formidables. Daniel Darès et Léna Bossis. Exactement, merci du coup de main. Et j'ai adoré être dans cet endroit-là, par exemple. Mais après, pour moi, c'était c'était sur mon chemin, mais c'est pas pour ça que j'allais basculer forcément ailleurs, quoi. Et puis ça a changé. Il y a une date importante dans votre vie, c'est le 25 février 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Eric Elmos-Nino. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Eric Elmos-Nino. Nous parlerons tout à l'heure de ce Léger doute, qui est un spectacle au Théâtre de la Renaissance qu'il faut absolument aller voir. Alors on a parlé du théâtre public, du théâtre privé, de vos débuts. Et puis si je parle du 25 février 2011, c'est que c'est un soir important, vous êtes au Châtelet et vous entendez votre nom prononcé par Antoine Decaune, je crois. Wow, oui. Bah oui, je crois que c'est Decaune, c'est ça. Oui, c'est meilleur acteur pour Gainsbourg, Une vie héroïque. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? C'est difficile, hein. C'est compliqué de dire ce qu'on a ressenti, j'en ai aucune idée en fait. Je me suis levé comme un automate, parce que comme c'est une émission que tu regardes depuis que t'es gamin, t'as vu tous ces acteurs qui... dès qu'ils entendent leur nom, ils se lèvent, tu fais pareil au fond, comme un robot, et puis tu montes les marches, et puis après t'essayes d'annoncer 3-4 phrases, pas trop pathétiques, et puis voilà. Vous attendiez à ce résultat, à ce César ? S'y attendre, est-ce que si on est honnête, on s'y attend, on est dans les 5, donc tu dis ok, t'as une possibilité pour dire la vérité. C'est assez drôle parce que ce qui se passe quand tu es comme ça dans un film qui est un peu où on te donne pas mal de prix, il y a pas que les Césars, donc il y a plusieurs trucs. Maintenant j'ai oublié. Et ce qui se passait, c'est qu'à l'époque il y avait aussi Les Hommes et les Dieux il y avait Gainsbourg, Les Hommes et les Dieux, et il y avait un peu les acteurs moi, Lambert Wilson, Lonsdal, moi, on était un peu dans des catégories comme ça. Et il y avait eu des catégories avant où il y avait Lonsdal en meilleur acteur, et c'était toujours lui qui l'avait. Il y avait un truc, je me disais, bah oui, c'est Lonsdal, c'est normal, il y a aussi 50 ans, 60 ans de carrière. Et quand j'avais vu après pour les Césars la liste, je me suis dit,
il n'y a pas Lonsdal. Alors peut-être que ça sent bon. C'est vrai, je me souviens avoir pensé ça. Mais il y avait quand même Depardieu, par exemple. Il y avait Depardieu, il y avait Romain Duris, Jacques Gamblin et Lambert Wilson. Voilà. Donc les autres sont des acteurs formidables, mais il y avait surtout et Depardieu. Je me suis dit non là, tu peux pas, Depardieu, tu peux pas lutter, mon gars là. Bon, écoute, voilà, si ça s'est fait, donc c'était dingue, ouais. C'est totalement dingue puisque vous ne pensiez pas au départ décrocher ce rôle quand il y a eu la première rencontre au Café de la Paix. Ah oui, avec Spar. Oui. Ah oui, au Café de la Paix, c'est vrai. Mais non, mais déjà, moi, je pensais que Spar, il voulait me voir pour Le Chat du Rabbin. Je me suis dit, bon, oui, avec ma tête, ça semble cohérent. Il y a peut-être un truc pour moi, il va faire une adaptation du Chat du Rabbin. Et puis après, il me parle de Gainsbourg. Et il était en pleine dépression parce que il devait faire, c'est pas un secret, il voulait faire le projet avec Charlotte au départ. Charlotte qui devait jouer le rôle de son père. C'était un projet déjà bien barge. Et puis Charlotte, après, elle est sortie du projet. Et donc, il s'est mis à chercher un garçon, et là, il était un peu presque déprimé de ça. Donc, je lui dis, écoute, oui, faisons des essais. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Je crois que l'essai, c'était à partir d'une chanson que vous allez forcément reconnaître. Mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. Je connais pas ça. Mon amour. La javanaise. Ça me dit rien du tout. Vous connaissez par cœur. Parce que je crois que vous avez mimé la scène où Gainsbourg se retrouve au 33 rue de Verneuil chez Juliette Gréco un soir, lui fait découvrir la javanaise et ils finissent en dansant. C'est ça, exactement. J'ai une espèce de petit clavier bon tant pis. Et puis je faisais semblant de pianoter et d'annonner la javanaise et voilà. Vous connaissiez pas Gainsbourg avant de le jouer? Ouais, je le connaissais, mais surtout, je connaissais plus Gainsbourg que Gainsbourg, moi. Je connaissais le personnage qui apparaissait à la télé dans des états un peu limites. Et donc oui, non, j'étais pas du tout un grand connaisseur de son œuvre que j'ai découvert après, heureusement. C'est-à-dire que vous avez pour le film écouté ses chansons, vu ses films, lu ses livres? J'en ai pas trop fait, déjà parce que on va dire que je suis un peu feignant, sûrement. Mais aussi, je voulais me laisser un peu encore d'espace, quoi. Je me suis dit, je vais pas me gaver, sinon au bout d'un moment, je vais arriver presque en étant surgavé, quoi. Donc je faisais ça à dose homéopathique. Je regardais beaucoup, par exemple, d'interviews avec cette Denise Glaser. Je le regardais beaucoup à cette époque-là parce que je connaissais pas du tout, et c'est par ça que j'ai commencé à aimer beaucoup, quoi. Oui, mais il y avait le premier Gainsbourg découvert par Michel Arnaud, qui n'a pas eu de succès avec Le Poissonneur des Lilas. Ce sont les chansons comme Poupée de cire, Poupée de son qui l'ont sauvé financièrement. Et ensuite, son personnage a évolué. Mais surtout, moi, j'ai bien connu Gainsbourg. Alors, au micro, il annonnait. Et dès que le micro était fermé, il parlait normalement. Ah, ça. C'était un véritable numéro. Bien sûr. Voilà, il appelait tout le monde mon petit gars. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, je l'ai entendu plusieurs fois, bien sûr. Et alors, son image, effectivement, de Gainsbourg, c'est les nuits parisiennes des années 80. Ouais. Moi, je trouve ça moins... Ça me fascinait moins, ça m'intéressait moins. Mais j'aimais beaucoup de voir le Gainsbourg qui n'avait au fond aucune idée de lui-même, quoi. Voilà. Et je le trouvais beau, tout simplement beau. Et extrêmement touchant, et puis évidemment talentueux. Et comment on fait pour se mettre dans la peau de Gainsbourg, justement, sans l'imiter, mais en créant un personnage? Mais ça, je me suis toujours... On parle toujours de... Quand je vois les acteurs qui incarnent des personnages comme ça connus, les biopics et tout, qui disent il faut surtout pas aller à l'imitation, faut aller à l'incarnation et machin. Ça, c'est des mots, et au fond, je trouve ça pas vrai. Il y a évidemment, c'est comme les figures imposées en patinage artistique. Il y a l'imitation, c'est comme ça, t'es obligé. Il y a de l'imitation. Peut-être qu'il faut pas qu'il y ait seulement de l'imitation, parce que là, on va se dire effectivement, alors ça n'a aucun intérêt. Mais il y en a forcément. On est obligé de traduire des gestes, des petits trucs de façon de parler, des tics, forcément, quoi. Et puis moi, j'ai pensé, après, ça c'est peut-être mon petit truc d'acteur de théâtre, j'ai pensé à Cyrano, voilà. J'ai pensé à Cyrano, Je me disais quelqu'un comme ça, qui a des problèmes avec son physique, qui en souffre énormément, et qui se met à avoir le pouvoir des mots, quoi. De jouer avec les mots, et je me disais tiens, il y a quelque chose là-dedans qui m'amusait de penser. Mais quand il enregistrait un de ses derniers disques, la nuit d'avant enregistré, rien n'était prêt, il y avait des feuilles sur la chambre de son lit avec un mot à chaque fois, et le lendemain matin le disque était écrit.
Et 12 chansons étaient écrites, c'était un génie. Incroyable. Oui. Et moi, je me souviens être allé plusieurs fois chez lui, rue de Verneuil, la nuit, quand je sortais beaucoup dans Paris pour des chroniques du Figaro. Il était là, il se mettait au piano 2h du matin, même avec pas mal d'alcool dans le sang. C'était un génie musical. Oui, je veux bien vous croire. Et il y a Gainsbourg, et je me souviens le jour de la mort de Gainsbourg, Charles Trenet m'a dit Gainsbourg a tué Gainsbourg pour se venger de l'avoir créé. Oui, pas mal. C'est vraiment un personnage. Il fallait créer Gainsbourg, c'était pas évident. Oui, c'est ce qu'avait d'ailleurs bien compris Johan avec son film et sa gueule, comme il le disait. Là. Je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il en avait fait. Ce film vous a aussi rapporté 2 étoiles d'or. Ah oui, alors c'est ça, ça devait faire partie de ces prix. D'un coup, tu n'as jamais entendu parler, mais tu sais que tu vas là et on te donne encore un prix, voilà. Et à partir de ce film, tout un public vous a découvert, et notamment la jeune génération. Je sais pas si c'est la jeune génération, mais c'est vrai que d'un coup, il y a plein de gens qui me connaissaient pas du théâtre et qui m'ont découvert, qui sont mis d'un coup à me dire tiens, on vous aime bien, merci, bravo, et je me disais qu'est-ce qui se passe quoi. Et ça a été, moi j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Donc je dis franchement, j'ai adoré ça, croiser des gens dans la rue qui avaient vu le film. D'un coup, c'est vrai que quand tu fais du cinéma, tu touches un public 10 fois plus nombreux que le théâtre, 100 fois plus nombreux. Ça a changé votre vie, ce film? Oui, ça a changé ma vie d'acteur. Voilà. Ça a changé ma vie professionnelle. Parce qu'effectivement, vous ne pensiez pas sortir du théâtre public au départ. Non, ça ne veut pas dire que j'en avais pas l'envie, pas forcément d'aller jouer au théâtre privé, mais même de faire du cinéma. Quand je voyais des beaux films, ça pouvait me faire envie, mais je voyais pas comment, à ce moment-là, parce que j'avais 45 ans, je voyais pas comment j'allais, au fond, rentrer dans la danse, quoi. Je me disais, non, là, il faudrait vraiment qu'il se passe un truc un peu incroyable, parce que, et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, j'en ai été, j'ai eu comme un redébut, un redépart. Ça, c'est un peu génial de vivre ça à 45 ans. Oui, d'autant plus que quand on voit votre filmographie, il y a eu plein de films avant Gainsbourg, une vingtaine, avec des petits rôles. Des petits rôles, ouais. C'était comme ça, on vous proposait entre 2 pièces? Oui, c'est ça. Et puis, ça m'est arrivé plein de fois aussi d'y aller pour des rôles un peu plus importants. Mais à chaque fois, non. Les chaînes se rassuraient avec des noms d'acteurs déjà connus. Donc, c'est comme ça, tu l'acceptes au bout d'un moment. Alors, quand on parle aux jeunes aujourd'hui de vous, il y a un film qui les a marqués aussi, c'est La Guerre des boutons. Ah ouais. Et là, très jeune alors. Ouais. Mais les ados vous connaissent à travers La Guerre des boutons. Ouais. Vous jouez un maître aussi. Oui, je faisais un instit. C'est le film que j'ai fait, je crois, juste après Gainsbourg. Non, peut-être pas juste après, je sais plus. Enfin bref. Et oui, on s'est beaucoup amusé à faire ça. Moi, j'ai un peu, quand je vois les gens dans la rue arriver vers moi avec un petit sourire en disant alors il a vu quelque chose. Soit ils ont 50, 60 piges, je me dis c'est pour Gainsbourg, soit ils ont 19, 20, 22, c'est pour la famille Bélier. En général, c'est comme ça que ça marche. La famille Bélier dont on écoute le générique justement. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Voilà, ça aussi c'était une surprise, la famille Bélier avec ce rôle de fan de Michel Sardou. Ah oui. Ça a été aussi un événement, Éric Mosino. Oui, c'est un film qui a eu un gros impact. Je crois qu'il a fait 7 millions d'entrées, ce qui est assez hallucinant. Et le rôle était juste génial à jouer. Moi, en plus, en étant ancien fan, oui, parce que j'écoute moins maintenant, mais j'avais été allé voir, et j'étais allé voir. J'étais allé voir Michel Sardou, je me souviens, au Palais des Congrès, quand j'étais gamin et tout ça, donc c'était dingue. Et justement, jouer le professeur, vous avez rencontré Sardou après? Non, j'aurais bien aimé. On était même censé avoir une scène ensemble dans le film. Mais oui, je crois que je rêvais de ça, mais au fond, à la fin, ça n'a pas pu se faire. Je crois qu'il a décliné. Mais oui, je crois qu'il ne voulait pas. Ouais, c'est dommage. Mais ce film aussi a marqué une génération. Et d'ailleurs, on sentait dès le départ. Moi, j'avais rencontré le producteur quelques jours avant qui me dit ça va être un succès, mais pas à ce point-là. Comment on peut l'expliquer?
Tout le monde dit qu'on peut jamais savoir avant, mais il se trouve que quand même, autour de ce scénario, il y avait quelque chose qui se passait. Comme quoi, quand un scénario est bien écrit, qu'une histoire est comme ça forte, originale, il y a quelque chose qui se passe. Et j'imagine que le producteur pensait que le film était réussi et que ça allait... bon, là, pour le coup, il y en a peut-être d'autres qui pensent ça, et puis à l'arrivée, c'est un flop, mais là, ça n'a pas été le cas. Et parmi les rôles étonnants que vous avez joués, Éric Elmosnino, et à la télévision, il y a celui de François Rabelais. Oui. Ça, c'est étonnant. Étonnant, moi aussi, j'étais le premier étonné. J'imaginais Rabelais comme j'imagine tout le monde le pense, c'est-à-dire un peu une espèce de Depardieu, au fond, d'ogre, un peu comme ça. Le truc qui va avec l'adjectif rabelaisien. Et pas du tout. Et c'était... Hervé Ball qui avait fait Hervé Ballet, exactement. Hervé Ballet, qui était vraiment un mec formidable. Et qui m'avait proposé ça. Et c'est très drôle que vous me disiez ça. J'étais en train de penser à ça en venant ici. Je repensais à Rabelais. Alors je pense pas à Rabelais tous les jours. Hein, je peux vous le jurer. Mais là, je ne sais pas pourquoi. C'est drôle que vous me parliez de Rabelais. Ouais. Et jouer le personnage de Rabelais, parce qu'il n'y a pas vraiment de documents sur lui, c'est pas simple. Non, je me disais, bon, encore un biopic, mais là je suis peinard, parce qu'effectivement, sur sa façon de parler, personne va me dire, ah bah non, il parlait pas comme ça, il se tenait pas comme ça. Mais là, c'était plus comme une espèce de saga. Je crois que c'était en 2 parties pour la télé. Oui, j'en ai un bon souvenir. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'en fait, ses premiers livres sont sortis sous un pseudo, Alcofribas Nassier, parce qu'il ne voulait pas que son nom soit associé, parce qu'il était médecin. Et donc un médecin qui écrit Pantagruel ou Gargantua, ça faisait pas sérieux. Ça faisait mauvais genre. Et ce rôle aussi a marqué votre carrière ? Oh bah écoutez, en tout cas, c'était quelque chose d'incroyable, de jouer ce Rabelais. C'était tellement inattendu. Donc oui, moi j'étais gourmand, hein, je prenais tout à ce moment-là. Et vous continuez à jouer des rôles inattendus. On en parle avec une autre date, le 29 septembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Éric Elmosnino. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Éric Elmosnino. Donc on a parlé de vos débuts, du théâtre public, du théâtre privé, de Gainsbourg, de la famille Bélier, de Rabelais. Et puis, depuis le 29 septembre 2023, vous êtes à l'affiche du Théâtre de la Renaissance, dans une pièce qui s'appelle Un léger doute, une pièce qui est une comédie dans la comédie, et qui est une comédie de Stéphane de Groot, qui joue avec vous. Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure ? Le point de départ, c'est un film de Nicolas Vanier où on était acteurs tous les deux avec Stéphane et d'autres acteurs, mais c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a vraiment matché, comme on dit, très vite. Et on a adoré jouer ensemble et même rigoler ensemble en dehors. Et on s'était dit, comme ça arrive souvent, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et la plupart du temps, évidemment, il se passe rien. Et là, il est revenu, lui, pour le coup, avec une pièce qu'il avait écrite. Sa première pièce. C'est sa première pièce, je crois, Stéphane. Oui, absolument. Et il a écrit livres et chroniques, comme on sait, mais c'est la première. Et il m'a dit, écoute, voilà, regarde, j'aimerais beaucoup que tu joues ce personnage-là. Moi, je jouerai l'autre, et il y aurait 2 femmes, et voilà. Et j'ai dit, écoute, alors là, je vois pas comment dire non, vu le plaisir qu'on a à jouer ensemble, et vu la dinguerie qu'il y a dans cette pièce, j'y vais tout de suite, quoi. Alors, le thème de la pièce, c'est que devient un acteur ou une comédienne lorsqu'il n'y a plus de public. Alors, on peut penser effectivement que c'est la retraite ou non, c'est tout à fait autre chose. Et c'est un univers totalement absurde, cher à Stéphane de Groot. Oui, il dit lui-même qu'il a écrit ça, que l'idée lui est venue pendant le confinement. Il s'est demandé ce que devenaient les acteurs, au fond, quand les projecteurs sont éteints. Moi, je sais que, personnellement, j'ai aucun problème à continuer d'exister et vivre en dehors des projecteurs. Mais bon, chacun son truc. Et lui, il est parti de ça. Et là, effectivement, il nous met en situation d'acteurs qui ont envie de continuer de jouer, alors qu'il n'y a plus personne dans la salle, soi-disant, mais il est le seul à le penser, parce que nous, on est sûr qu'il y a 600 personnes et que lui ne se rend pas compte. Donc, on est déjà dans un point de départ de très décalé, comme ça, très déjanté, et ce qui fait que ça déclenche énormément de rire, quoi. Oui, c'est un voyage en absurdie dont il a le secret. C'est ce qu'on dit, voyage en absurdie. À chaque fois, c'est cette phrase qui revient pour Stéphane. Mais l'absurdie ou l'absurde n'est pas quelque chose de simple à dompter. Hein. C'est vraiment, ça lui appartient. Et nous, on a dû rentrer comme ça
dans sa tête. Et donc, on a travaillé comme d'hab, quoi, pour essayer d'y arriver. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand on voit cette pièce, et où on rit beaucoup, on ne sait plus si on est dans la fiction ou dans la réalité. C'est ça, je vous crois, parce que nous-mêmes, des fois, on ne sait pas. Si, maintenant, non, je rigole, maintenant, on sait. Mais effectivement, quand on répétait, on se disait, mais c'est moi? Parce que là, je suis censé, moi, comme lui, jouer à la fois Eric Elmosnino et à la fois mon personnage dans la pièce. Et donc, on fait des va-et-vient, des allers-retours permanents. Donc, des fois, on s'est dit, mais waouh, est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que nous, on est bien raccord avec tout ça? Donc, ça a été vraiment un travail de précision là-dessus. Et à l'arrivée, ça coule alors complètement de... Enfin, je sais pas vous, ce que vous en avez pensé, mais ça coule de source. Les gens suivent, partent directement dans le voyage, d'autant qu'on commence par un truc qui a un effet bœuf comme ça. On vient saluer immédiatement pour dire merci beaucoup pour ce soir. Rentrez chez vous, on ferme le rideau, terminé. Donc les gens sont tout de suite comme ça, tout de suite ils sont harponnés, quoi. C'est génial, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, effectivement, quand le rideau retombe, il y a un grand silence. Oui, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent, qu'on s'en aille ou quoi? Et ça dure quelques secondes, ouais. éclat de rire général et applaudissements. Ouais. Et c'est vrai. Voilà. Et là, à ce moment-là, ça redémarre, ça démarre vraiment, quoi. Alors ça veut dire que c'est une mécanique de précision dans l'écriture, parce que chaque situation, chaque mot compte. Ah oui, lui, il est très précis là-dessus. C'est très musical, voilà. C'est Stéphane écrit comme un musicien. Les mots claquent, sonnent. Donc notre travail à nous, c'est de faire entendre, la partition. Alors un léger doute, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans le spectacle, mais en même temps, c'est le public qui lui se demande, qui doute de ce qu'il voit. Assiste. Voilà. Oui, c'est ça. Il a un léger doute. Il a un doute au départ. Et il a sûrement un doute au milieu de la pièce où il voit d'un coup que ces acteurs s'arrêtent et disent « Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On rentre chez nous, on continue ?» Donc oui, il joue avec ça, ouais. Pour expliquer à celles et ceux qui nous écoutent et qui iront voir la pièce, au départ, la pièce est terminée et la comédienne décide de continuer à la jouer en coulisses parce qu'elle ne veut pas rentrer chez elle. Voilà, alors ça c'est un point de vue, c'est le point de vue de Stéphane qui dit, lui, mais enfin, on vient de saluer, on vient de finir de jouer, on va pas recommencer. Alors que elle rentre en scène, lui à ce moment-là, on peut dévoiler ça, c'est vraiment les premières minutes, il est en train de chercher ses clés pour rentrer chez lui, parce qu'on lui a planqué ou piqué ses clés, et ça l'énerve. Il demande au régisseur où elles sont, et à ce moment-là, Constance Delay fait son entrée comme pour jouer la pièce d'habitude. Et le regarde et est en panique complète parce qu'elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je prends mes clés, je m'en vais. « Mais tu t'en vas où? On joue. On joue quoi ?» Et là, ça part. Voilà. Il y en a qui veulent jouer, et un qui veut pas jouer. Donc, c'est presque deux mondes parallèles. C'est deux mondes parallèles, mais il faut bien que ça se rejoigne à un moment quand même, parce qu'il peut pas, pour le coup, il peut vraiment pas partir. Donc il y a bien quelque chose qui le retient, et c'est quelque chose qu'on va découvrir à la fin du spectacle, que je trouve assez beau, quoi. Oui, parce qu'il pense qu'il n'y a pas de public, que tout... Oui, il est absolument certain qu'il n'y a pas de public, et il le fait vraiment parce qu'il a un sentiment comme ça très fort pour nous. Et qu'est-ce que c'est au fond qu'un acteur qui ne peut pas s'empêcher de jouer, même si il dit mais non, mais c'est fini, il faut arrêter, et qu'on lui dit non, il faut continuer. Si tu veux exister, il faut continuer. Et là, ça a l'air un peu perché, mais ça ne l'est pas. C'est très c'est une mécanique de précision. C'est très concret. Et vous arrivez, vous, donc, avec votre partenaire, pour un dîner. Ah oui. Alors nous, on fait notre entrée vraiment de la pièce de théâtre qu'on joue tous les soirs. Donc, il faut citer Bérangère Macnis, qui est donc ma partenaire dans la pièce, et Constance Delay, qui est la partenaire de Stéphane de Groot, qui sont deux actrices extraordinaires. Et nous, on fait notre entrée de théâtre pour dire « Eh bien, bonsoir, merci de nous avoir invités, nana. » Et on voit la tête de Stéphane qui nous dit « Mais les gars, mais vous êtes complètement fous. » Et on essaye de meubler une espèce de pseudo-fou rire un peu idiot pour dire, mais enfin, non. Et on le force à rejouer la pièce avec nous. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que vous arrivez comme si de rien n'était, c'est la pièce dans la pièce. Ah oui, absolument. Il y a un côté Ionesco derrière tout ça. Peut-être, je connais pas assez. Oui, on dit que c'était un peu le maître de l'absurde, Ionesco. Mais je connais pas assez pour voir s'il y a des parallèles, peut-être. Et alors, il y a aussi toutes les banalités qu'on peut dire dans un dîner, et là, vous ne vous en privez pas, Eric. Évidemment, parce que d'un coup, là, alors, il y a déjà toute cette première scène avec sa femme, où elle l'accuse de le tromper, enfin, qui sont vraiment des trucs un peu de mauvais vaudeville, quoi. Et après, on peut s'amuser, nous, pour le coup, à jouer ça, j'allais dire, comme des acteurs un peu... Oui, un peu pas ringards, mais on peut s'amuser. Il faut faire attention après. Il y a des dangers pour des acteurs comme nous. Pas trop s'amuser non plus. Faut continuer à quand même rester sur un fil parce qu'il y a toujours cet enjeu.
qui est que on se dit non mais il peut nous péter entre les doigts à chaque instant, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que s'il sort du plateau, on est mort, et il y a des gens dans la salle, donc on est quand même, il y a toujours une espèce de tension. Enfin, il faut qu'il y ait cette tension permanente quand même. Mais la rigueur est importante. Moi, je me souviens des Branquignoles et de Robert Derry. Ah oui. C'était réglé au maximum. Et un jour, un comédien, Pierre Tornade, a le malheur de rajouter un mot ou de faire un écart, mais il s'est fait insulter à la fin. Oui, bien sûr. Parce que si vous faites ça, la pièce est fichue. Oui, bien sûr. C'est des mécanismes d'horlogerie comme ça, évidemment. Et là, chaque soir, il faut que ce mécanisme... C'est rare, ce genre de travail aussi précis. On n'est pas sur une chose de burlesque. Ou physique ou quoi, qui fait que là, pour le coup, t'as pas le droit de faire un écart. On s'autorise, entre guillemets, si on reste dans la situation, avec Stéphane ou avec les Bérangère et Constance, et comme on est extrêmement soudés tous les quatre, extrêmement connectés, on s'autorise comme ça à faire des petits pas de côté et on revient sur la trame. Et ça, je sais pas, pour moi, c'est extrêmement jouissif de pouvoir faire ça. Et puis, chaque personnage a ses caractéristiques, notamment celle qui joue votre femme, n'est pas d'une intelligence folle dans la pièce. Pas folle, comme vous dites. Non, c'est un peu la cruche, mais elle le fait tellement admirablement qu'on a presque des fois, même dans la vie, j'ai l'impression qu'elle est comme ça. Alors que c'est une grande actrice, quoi, juste. Mais elle fait ça d'une telle manière, avec une telle candeur, une telle sincérité, c'est magnifique. Et on sent que votre complicité à tous les quatre, on sent que vous vous amusez. Ah oui. Ah mais elle est réelle. Pour le coup, moi je le dis pas à chaque fois que je joue un spectacle. Si ça se passe bien, si on est dans un bon rapport et qu'on se dit ciao le soir, mais là non, il y a plus que ça. On a envie de passer du temps ensemble, on a envie de se voir, et donc on a un plaisir énorme à jouer. Mais si avec nous qu'ils l'avions, ce serait un peu triste, mais là, je crois que les gens le sentent et le partagent quand ils sont dans la salle, quoi. Et il y a en filigrane des événements, notamment c'est une pièce, je crois, où on s'interroge en filigrane justement sur le passé et le présent. Ah oui, là il le dit clairement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui le turlupine, pour utiliser un mot un peu désuet, notre ami, ce présent qui n'existe pas parce qu'il est déjà passé ou qu'il est machin. Et ce qui est très drôle, c'est que toutes ces théories comme ça sur le temps qui passe, il la met dans sa pièce dont on n'est pas sûr quand même que c'est une grande pièce. Donc ce qui est drôle, c'est que ça n'est pas Stéphane de Groot qui tient ces propos-là, c'est le personnage de la pièce. Et donc on peut aussi se moquer de ça, quoi. Et toucher le public avec un tel sujet, c'était pas évident. Et non, je trouve que c'était pas évident, mais moi c'est ça qui me faisait envie, c'est ce risque-là. Et j'ai l'impression qu'on est en train de gagner le truc parce qu'il est partagé et parce que les gens passent un bon moment sans aucun doute, je dirais. Et oui, et ce qui est étonnant, c'est que dans la salle, il y a des anciens et des jeunes. Alors ça, nous on les voit pas. Mais tant mieux s'il y a des jeunes gens qui viennent au théâtre. Y a pas de raison. Après, c'est juste économiquement des fois que c'est un peu plus compliqué, mais je crois qu'il y a des places qui sont pas très chères. Oui, mais surtout Stéphane de Groot a une image auprès des jeunes. Oui, et vous aussi. C'est possible. C'est ce qui fait que les jeunes viennent vous voir. Ah c'est possible. C'est super. J'espère qu'on va garder cette image auprès des jeunes le plus longtemps possible. Mais effectivement, ça fait plaisir. Et c'est un sujet en plus qui vous touche, Éric Elmosnino, parce que finalement, vous êtes acteur et votre vie c'est la scène. C'est ce que je me disais il y a pas longtemps. Je me disais, ça aura été ça, ma vie. J'en parle au passé, mais pas comme si c'était fini. Mais quand même, la plus grande partie a été faite. Et je me disais, je regardais ça d'un air un peu amusé. Je me disais, oui, ça aura été ça, ma vie. C'est très improbable, mais il se trouve que ça aura été ça. Vous imaginez, ne jouant pas, vous risquez de devenir fou? Non. J'aimerais bien dire ça, mais non, je deviendrai pas fou sans jouer, moi. Je deviendrai calme et tranquille. Ça m'intranquillise de jouer. C'est pas quelque chose qui me calme. Après, j'adore ça. C'est vrai. Alors, je dis ça, peut-être que d'un coup, de rester 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que ça me titillerait. Mais au fond, quand on joue comme ça beaucoup et souvent, on a un peu le rêve de pas jouer pendant un certain temps. Donc, je sais pas, il faut qu'on se reparle. Oui, mais justement, je pense que vous en êtes incapable. Quand on voit votre filmographie, les courts-métrages, la télévision ou le théâtre, vous n'avez jamais arrêté. J'ai eu la chance, oui, de travailler régulièrement, mais ça m'a quand même laissé des plages aussi de tranquillité, de liberté, de végétation. Je dis ça, de végétation, c'est pas le bon mot, mais de moments où je végète.
Et j'en ai besoin, en tout cas, moi. Et puis, il y a aussi ces cris, parce que c'est un spectacle très, très fort, où il faut crier, se donner. C'est épuisant, ça aussi. Ah oui, ça, la comédie, la comédie, en général, c'est quand même ce qui demande le plus d'investissement physique, surtout au théâtre. Ça demande une générosité. Il faut donner, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas pour nous. La situation, elle doit être... On doit la vivre, nous, de manière sincère et sensible, mais il faut l'offrir tout le temps. Il faut donner pour que les gens reçoivent, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Mais il y a des moments dans le spectacle où vous criez, vous hurlez. Oui, notamment, surtout une fois où tu sens que, lui, effectivement, il commence un peu... Il fait semblant pendant 10 minutes, un quart d'heure d'essayer de rattraper les coups de Groot qui veut pas jouer. Et puis à un moment, il lui fait comprendre que ça suffit, quoi. Maintenant, il faut y aller, on joue, quoi, mon pote. Donc oui, à un moment, ça sort comme ça. Mais moi, on m'a demandé de le faire aussi. Moi, je veux bien m'en passer, mais on m'a demandé de le faire, je le fais. Ne changez rien du tout, restez comme ça. Et je suis sûr que ce spectacle va avoir beaucoup, beaucoup de succès et va surprendre beaucoup plus de spectateurs encore que jusqu'à aujourd'hui. Alors, je précise que c'est du mardi au samedi à 21h, le samedi à 16h30, le dimanche à 15h30. Ça fait beaucoup de travail. Ouais, ça nous en fait quelques-unes. Au Théâtre de la Renaissance. Au Théâtre de la Renaissance, ouais. Mais toujours avec le même bonheur. Absolument. Écoutez, ne changez surtout rien. C'est gentil. Continuez comme ça. Et je suis sûr que beaucoup de gens n'auront aucun doute après vous avoir vu dans cette pièce qui n'est pas si légère que ça. Merci. Merci Éric Elmosino. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.